بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours في المodule télécommunications et applications pour deuxième année télécommunications, semestre 4. Comme toujours, on commence par l'introduction, après on passe à l'historique. Donc, nous avons une introduction à la télécommunication. C'est quoi la télécommunication? Vous avez que les télécommunications au sens large, elles comprennent l'ensemble des moyens techniques nécessaires à l'acheminement aussi fidèle et fiable que possible d'informations entre deux points a priori quelconques à une distance quelconque, bien sûr avec des coûts qui sont raisonnables et des instants quelconques. Côté historique, on va commencer par le télégraphe électrique. On peut estimer que l'histoire des télécommunications commence en 1832, date à laquelle le physicien américain Samuel Morse, donc né en 1791, décédé en 1872, eut l'idée d'un système de transmission codé par ce qu'on appelle l'alphabet de Morse. Donc, en 1852, la France adopta le système Morse. La première liaison transocéanique réalisée en 1858 ne fonctionna qu'un mois, donc défaut isolement du câble émigré. Voici dans cet exemple, vous trouvez le monsieur Samuel Morse et à droite, vous avez le télégraphe Morse. Donc, il est constitué de contracteurs avec des bornes, un poignet et un levier. Dans la figure suivante, voici l'exemple de code Morse. Donc, par exemple, pour écrire le A, on va taper point, un tiret. Pour le M, par exemple, deux tirets. Pour le 5, 5 points. Pour le X, tiret, deux points, tiret, etc. Hmm. Pardon. Donc, après le télégraphe, j'en ai le téléphone. En 1876, l'Américain Alexander Graham Bell inventa le téléphone. Donc, nous avons qu'enfin, la voix humaine pouvait être transportée au-delà de l'horizon sonore. Après, vous avez de nombreuses améliorations du téléphone de Bell, comme l'invention du microphone à charbon par Hughes en 1878 conduisèrent au développement qu'on connaît. Donc, Paris fut la première ville à posséder un réseau de téléphonie urbaine. Dans cette figure, vous avez le premier prototype de téléphone. Après le téléphone, on va parler de la radio. Donc, comme le fil de cuivre qui était à la base même de ces dispositifs de communication était très pénalisant. Pourquoi il est très pénalisant? À cause du coût de construction et de maintenance très important, et parfois l'impossibilité de communiquer avec un bateau en mer, par exemple. Dans ce cas, vous avez que la découverte des ondes hertziennes allait ouvrir l'ère du sans-fil et métamorphoser les lourds, donc fragiles et coûteux câbles de cuivre en liaison invisible que constituaient les ondes électromagnétiques. Dans cette image, vous voyez bien un récepteur radio sans fil. Nous sommes arrivés en 1899. Vous avez Marconi, c'est un Italien irlandais, fut reconnu comme l'inventeur de la radio sans fil. Il permet à plusieurs stations d'émettre simultanément et sans interférence sur des longues d'ondes différentes. Nous sommes arrivés en 1921, des émissions expérimentales sont diffusées depuis la Tour Eiffel, d'où sont transmis les premiers journaux, parlés et émissions musicales en direct. Mais c'est les de Forest qui, avec l'invention,
de la triode ouvrée, véritablement la voie aux transmissions longue distance. On trouve en 1927 la première liaison téléphonique transocéanique par onde hertzienne fut réalisée. Nous sommes arrivés maintenant à la télévision, donc c'est dans les années 1920 que les premiers prototypes de télévision apparaissent. En 1929, la BBC émet des émissions expérimentales malgré des images de mauvaise qualité. En 1947, trois Américains inventent le transistor qui peu à peu va détourner les lampes et faire accélérer les évolutions techniques. On passe au satellite maintenant. Donc, vous avez au début des années 1960, les communications téléphoniques internationales restent très difficiles car les câbles sous-marins ont une capacité réduite. De même, la télévision ne permet pas encore de réaliser des directs sur de très longues distances. Un projet est alors avancé, donc c'est quoi? Construire un satellite de télécommunication. Vous avez en 1961 un accord signé entre la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis pour sa réalisation. Ce satellite Telstar est construit par Bell Telephone Laboratory et sera lancé de Canaveral le 10 juillet 1962. Donc voici le premier satellite de Telstar. Pour l'occasion, la France construit en Bretagne, Plumeur-Baudot, une antenne réceptrice composée entre autres d'une portion de sphère de 64 mètres de diamètre. Et le 11 juillet 1962, l'antenne capte des excellentes conditions des images émises des États-Unis. On passe à l'Internet maintenant. Donc, vous avez en 1974, les laboratoires Bell mettent au point un programme qui permet d'échanger des données par modem via le réseau téléphonique. Bien sûr, grâce à cette innovation, débute le premier véritable réseau planétaire UUNet. En 1994, avec l'introduction de Netscape, doté d'une interface graphique spectaculaire qui intègre les ressources multimédia, l'Internet connaît une explosion phénoménale et l'expression Internet sert à désigner un ensemble de réseaux connectés entre eux. On passe maintenant au spectre électromagnétique. Vous avez que le terme spectre fait employé pour la première fois en 1666 par Isaac Newton pour se référer au phénomène par lequel un prisme de verre peut séparer les couleurs contenues dans la lumière du soleil. Pour l'électromagnétisme, on commence par une petite définition. Donc, vous avez le rayonnement électromagnétique symbolise l'ensemble des radiations émises par une source, peut-être soleil, radar, téléphone portable, etc. On passe maintenant aux ondes électromagnétiques. Vous avez qu'une onde électromagnétique est composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique oscillant, tous deux à la même fréquence. C'est aussi l'ensemble des fréquences à laquelle peut osciller une onde électromagnétique. Ces deux champs, bien sûr, sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre et se propagent selon une direction orthogonale dans un milieu, soit l'air, l'espace, etc. Donc, vous avez Maxwell-Lorentz. Les ondes électromagnétiques constituent l'ensemble du spectre électromagnétique. Elles sont générées par le mouvement d'une charge électrique, telle qu'un courant électrique, soit Maxwell ou bien Ampère. Elles véhiculent de l'énergie, mais pas de la lumière. Voici un exemple de propagation d'une onde magnétique en fonction de V, la fréquence, lambda, la longueur d'onde. Vous avez le champ magnétique, le champ électrique en fonction de la distance. Vous avez qu'une onde électromagnétique est caractérisée par trois grandeurs. Nous avons la longueur d'onde,
c'est la périodicité de l'oscillation de l'onde dans le temps ou bien dans l'espace. Elle est mesurée entre deux pics successifs représentant la longueur du cycle de l'onde dans l'espace. L'unité, c'est le mètre correspondant à la distance parcourue par la lumière en 3 par 10 puissance moins 8 secondes. Nous avons aussi la période. Donc, c'est quoi la période? C'est le temps que met l'onde pour réaliser un cycle. L'unité, c'est la seconde. On passe à la fréquence, donc c'est l'inverse de la période, elle symbolise le nombre de cycles par unité de temps. C'est le nombre d'oscillations du champ électromagnétique par seconde. Bien sûr, l'unité à la fréquence, dans ce cas, c'est le Hertz, sachant que le Hertz équivaut à une oscillation. Maintenant, on va voir ensemble la définition du spectre électromagnétique. Vous avez que le spectre électromagnétique, c'est la décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en termes de fréquence ou bien de période, d'énergie de photon ou encore de longueur d'onde associée. Nous avons quatre grandeurs, la fréquence, la période, l'énergie, la longueur d'onde sont liées 2 à 2 selon la formule. Donc, vous avez E égale à H par V, donc est égal à H sur la période T. C égale lambda par V, la fréquence, donc O est égal à lambda sur la période. C'est quoi H? C'est la constante de Planck. C, c'est la vitesse du lumière. On passe maintenant aux unités de mesure, sachant que pour les ondes radio et la lumière, on utilise habituellement la longueur d'onde. À partir des rayons X, les longueurs d'onde sont rarement utilisées. Comme on a affaire à des particules très énergétiques, l'énergie correspond au photon X détecté et plus utile. Cette énergie est exprimée en électronvolts. Donc, l'énergie d'un électron accéléré par un potentiel, ce sera un volt. Donc, on trouve les rayons gamma, les rayons X, ultraviolets, l'infrarouge, le micro-ondes, les ondes radio. Donc, on appelle ça un spectre électromagnétique. Sachant que la lumière blanche peut se décomposer en arc-en-ciel à l'aide d'un prisme ou d'un réseau de diffraction. Et chaque couleur spectrale de cette décomposition correspond à une longueur d'onde précise. On voit bien dans cette figure le prisme de Newton. Cependant, la physiologie et la perception des couleurs fait qu'une couleur vue ne correspond pas nécessairement à une radiation de longueur d'onde unique, mais peut être une superposition de radiations monochromatiques. Nous avons que la spectrométrie étudie les procédés de décomposition, d'observation et de mesure des radiations en ondes monochromatiques. Vous avez aussi les photons de lumière visibles les plus énergétiques, violets, donc varient de 3 électrovolts. Les rayons X couvrent la gamme 100 électrovolts à 100 kiloélectrovolts, les rayons gamma au-delà de 100 kiloélectrovolts, etc. Quels sont les domaines du spectre électromagnétique? On découpe habituellement le spectre électromagnétique en divers domaines selon la longueur d'onde et le type de phénomène physique émettant ce type d'onde. Nous avons les rayons gamma. Ils sont dus aux radiations émises par les éléments radioactifs très énergétiques. Ils traversent facilement la matière et sont très dangereux pour les cellules vivantes. Leur longueur d'onde s'étend d'un centimètre de milliardème à un milliardème de millimètre. Les rayons X sont des rayonnements très énergétiques traversant plus ou moins facilement le corps matériel et un peu moins nocifs que les rayons gamma. Ils sont utilisés notamment en médecine, pour les radiographies, dans l'industrie pour le contrôle des bagages dans les transports aériens et dans la recherche pour l'étude de la matière rayonnement synchroton. Les rayons X ont une longueur d'onde comprise entre 1 milliardième, c'est 10 à la puissance moins 12 mètres, et un 100 millième, donc 10 à la puissance moins 8 mètres de millimètre. Nous avons aussi l'ultraviolet, donc ce sont des rayonnements qui restent assez énergétiques et sont nocifs pour la peau,
Heureusement, une grande part des électroviolets sont stoppés par l'ozone atmosphérique qui sert à bouclier protecteur des cellules. Les longueurs d'onde s'échelonnent d'un 100 millième à 4 dixièmes de millième de millimètre. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.